Alors c'est pour vous dire que ce panel a d'autant d'importance parce que là, on va être 5 panélistes et ça va être vraiment parce qu'il est complet, l'industrie c'est pas mal. Je vous ai préparé un petit texte que je vais me permettre de lire parce que c'est une belle introduction avant d'appeler nos panélistes pour que vous compreniez l'enjeu de ce panel. Donc c'est sur l'industrie de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. C'est vraiment l'industrie qui est un pourvoyeur d'emplois. Donc, afin de réaffirmer sa volonté d'être non seulement un acteur majeur du développement africain, mais aussi un catalyseur de solutions innovantes et durables, la Côte d'Ivoire et le ministère des Transports en particulier, appuyé par le CPC, désirent prouver que son leadership économique et diplomatique n'est pas un vain mot, mais bien une réalité. Les engagements globaux environnementaux 2030 pris par la Côte d'Ivoire ne sont pas des contraintes, mais bien des opportunités dont le secteur industriel doit s'emparer. Cependant, si la transformation locale est maintenant reconnue comme un levier économique durable, la proposition et la création de valeur doivent être palpables pour les populations et les usagers dès que nous parlons de mobilité. Cette table ronde est là pour donner des exemples concrets, des idées de projets, des orientations pour entreprendre ou venir apporter votre compétence. Voilà, ça c'est l'objet de cette table ronde. Et pour ça, je vous ai mis la crème des crèmes avec 5 panélistes. J'ai rajouté une chaise. Donc si on peut me remettre, s'il vous plaît, mon PowerPoint, ça serait gentil. On va d'abord appeler, alors c'est dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste que quand j'ai fait des petites recherches de bio parce que c'est important de savoir à qui on a affaire. Je vais appeler d'abord Monsieur Stéphane Vautrin de Iveco Bus. Stéphane, si tu veux nous rejoindre, je me permets de le tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Alors, c'est quoi le souci? Mais non, mais ils sont 5. Je m'occupe de tout. La deuxième personne, c'est un acteur. Il faut savoir que l'électromobilité et le secteur de l'industrie est un enjeu mondial. La Côte d'Ivoire est le tapis rouge de l'Afrique de l'Ouest pour eux. Je parle de la Chine, bien sûr, et nous avons un super représentant, un entrepreneur qui est là. On a la chance, vous allez le découvrir, vous allez découvrir son projet. Il s'appelle Alex Zhang de CAF Trade. Alex, si tu peux nous rejoindre, avec grand... Vous savez que les Chinois, alors que c'est les premiers mondiaux, ce sont des grands timides. Alors, Alex, je sais que c'est un exercice que je lui demande. Vraiment, merci d'être là déjà parce que il prend sur lui, parce qu'il sait que les enjeux sont importants, les enjeux économiques comme les enjeux locaux. Le troisième est un acteur qui est là depuis bien longtemps, mais c'est un acteur important. C'est Christopher Laffian, je l'appelle toujours Christopher, donc Laffian de chez Auto24. On va raconter un petit peu, on va découvrir. Assieds-toi. Oui. Hop là. Voilà. Alors là maintenant, on est dans les acteurs économiques et ils vont être encadrés par 2 mentors. Et le premier, c'est mon invité mystère, il s'appelle Idrissa Sibahi de la Banque mondiale, qui est un acteur incontournable quand on le va voir, parce qu'ils ont des expériences à nous raconter et à partager extraordinaires. Alors Idrissa, si tu peux venir nous rejoindre, ça serait génial. Voilà, il est là, ouf, oh, je te voyais plus. Bienvenue, on va raconter. Et là, the last but not the least, vraiment notre soutien, notre support, l'acteur sur lequel vous allez voir qui est incontournable dans l'innovation et dans l'industrie. Je parle du CPC avec Thierry Badou. Voilà. Thierry, venez nous rejoindre. Voilà, et là je peux vous dire que ça va être du top niveau, donc c'est très rare d'avoir toutes ces compétences réunies. Alors je vais d'abord commencer par un peu se présenter très rapidement. Alors, je suis bavard et eux aussi, donc on va se mettre le chronomètre pour
être sûr, arrêter, hop, réinitialiser, démarrer. On est parti pour 1h15. Alors, Stéphane, je vais commencer par toi, puisque c'est par ordre d'arrivée. Stéphane, donc, tu es responsable commercial régional pour l'Afrique de l'Ouest chez Iveco Bus. Tu es basé à Abidjan depuis de nombreuses années. Tu as d'abord démarré ta filière commerciale en Guinée, après d'abord la Côte d'Ivoire, après au Gabon, 5 ans en Guinée équatoriale, Ghana, Tanzanie, Espagne et retour Côte d'Ivoire depuis quelques années. Tu es un professionnel de l'automobile de plus de 20 ans et un très bon connaisseur de l'Afrique. Donc, merci d'être là. Tu es un amoureux en plus de l'Afrique. Ça, je le sais de sources sûres. Et de la mobilité, tu es un acteur incontournable. Stéphane, tu es le sage de notre table ronde. Tu es notre baobab de la table ronde. Sois le bienvenu. Alex, il faut savoir, je me suis permis de faire une petite bio. Hein. Ils sont vraiment... donc, ne m'en veux pas si je donne quelques informations, mais on a besoin de vous connaître pour encore mieux vous intégrer dans le business. Donc, tu es arrivé en Afrique à l'âge de 10 ans. Tu commences ta carrière en 2018 comme assistant directeur général, puis directeur commercial du groupe China Metallurgica Group Corporation dans le bâtiment. Et depuis 2021, c'est le virage. Les Chinois, ce sont les leaders mondiaux dans la voiture électrique. Ils comprennent les États-Unis, leur coupe 100% de douane, l'Europe 38% de douane, pas de problème. Nous, on a nos voitures, il y a des marchés, l'Afrique est là, et nous, on les accueille parce qu'on en a besoin. L'électromobilité, c'est un secteur en devenir porteur de valeur et d'emploi pour l'Afrique. On va le démontrer durant cette table ronde. Depuis 2021, tu es directeur général du groupe CAF Trade, spécialiste de la mobilité électrique, bien sûr. Il prend comme devise « Grandir en Afrique et être au service du développement de la Côte d'Ivoire ». Il se fixe des objectifs de simplifier le commerce entre l'Afrique et le monde, la Chine entier, sur la mobilité des plateformes B2B. En tout cas, tu investis et tu mises sur la Côte d'Ivoire pour apporter de la technologie de pointe et de l'excellence internationale, je le confirme. Et il fait partie, c'est le leader du GME qui nous sponsorise aujourd'hui. On aime les leaders sur ce plateau. Alex, sois le bienvenu. Christopher, presque le plus jeune, mais il faut toujours de la jeunesse et de la fraîcheur. Christopher, tu es directeur des opérations chez Auto24. Tu es un expert polyvalent avec une solide expérience dans le secteur de la mobilité électrique et des affaires publiques. Tu as été l'initiateur, la première voiture importée en business, c'est Auto24, c'est lui. L'écotourisme, Boundiali, Abidjan, 700 km, 7 étapes, voiture électrique. Auto24, bravo, avec Joulaya et Evitech à l'époque. Tu as un parcours professionnel enrichi, et donc tu as une vision et un leadership sur un engagement de l'avenir durable. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il fait toujours les choses avec une projection et crée de la valeur. On aime les gens qui reprennent le titre de la table ronde, parce qu'il m'a dit sa vision sur le leadership permet d'apporter une perspective unique sur les impacts et les opportunités de l'industrie de la mobilité électrique. Comme c'était le titre j'ai dit, on aime les gens qui reprennent le titre de la table ronde dans leur bio. Christopher, soyez le bienvenu. Monsieur Badou, alors, je me permets de l'appeler Thierry, là, parce que j'en profite. Thierry, vous êtes un professionnel de la vente et du marketing, diplômé de l'ESCA à l'INHPB, l'Institut Polytechnique de Côte d'Ivoire, la référence, s'il fallait encore le préciser. Vous êtes titulaire de plusieurs certifications, j'ai fait mes recherches. Et après avoir occupé des postes de direction dans des grosses multinationales, donc vous savez ce que c'est que l'industrie du secteur privé, de la téléphonie en l'occurrence mobile, vous avez rejoint le CPC en 2016. Nous avons un deuxième invité mystère. Alors, mais ce n'est... Où est-ce que j'en étais? Ah oui, le CPC. Donc voilà, 2016, vous rejoignez le CPC. Et là, vous prenez la tête de notre sujet d'aujourd'hui. Vous êtes directeur de l'attraction des investissements du CPC. Et ça, c'est un poste clé. Nous, sur le plateau, on aime les gens qui attirent. Monsieur Badou, soyez le bienvenu sur cette table ronde.
Et enfin, c'est Idrissa, qui m'a fait plaisir d'être là. Je vous ai demandé de venir à la dernière minute parce que vous avez une belle expérience à nous partager. Vous êtes docteur en économie de l'école polytechnique. Vous avez travaillé à l'autorité de la régulation des transports à Paris. Donc l'ARTI, justement, on m'en parle. Puis dans le conseil de financement public avec un focus sur la transition écologique. Vous avez travaillé dans la technologie des batteries, de la voiture électrique et de l'hydrogène vert. Et bien sûr, les énergies renouvelables. Maintenant, vous êtes économiste principal en transport au niveau mondial et travaillez à la banque du même nom. Comme vous le voyez, il n'y a pas de photo d'Idrissa parce qu'il est pour son humilité et je vous remercie en tous les cas d'être là et soyez le bienvenu. Donc, alors, j'ai appris qu'il y avait Madame Paul Cassi, le représentant de l'ARTI, qui est arrivé. Cassi. L'ARTI qui est vraiment, vous faites partie de l'écosystème. Comment ne pas vous avoir? Comment ne pas vous avoir? Mais il y a eu un petit échange assez tardif. Voilà. J'avais pas le retour encore assez tardivement, donc je voulais pas annoncer quelque chose que je pouvais pas tenir. L'ARTI, c'est le régulateur de la Côte d'Ivoire. C'est un acteur majeur qui représente le ministère des Transports. Ils nous font plaisir d'être là, mais je vous réserve une petite pancarte, une petite fenêtre tout à l'heure. Alors, comme on a fait sur le premier panel, parce que ça a plutôt bien marché, vous savez, on a chacun notre histoire. L'industrie en Côte d'Ivoire, c'est ce qui va porter le pays dans les prochaines années. L'industrie en Côte d'Ivoire, c'est pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur d'innovation et pourvoyeur de valeur ajoutée. Les trois mots, durabilité, employabilité et innovation, ce sont les vecteurs sur lesquels le gouvernement s'est engagé et s'appuie. Et pour ça, on a des acteurs qui ont chacun leur histoire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites tranches de vie. Vous allez voir, ça va créer une dynamique. Et avec 3 questions chacun, je vais leur poser 3 questions à tour de rôle, et chacun va raconter son histoire. Donc comme ça, vous allez pouvoir vivre 5 expériences, avec toujours au sujet de l'industrie. Il faut savoir que l'industrie en Côte d'Ivoire, sur l'électromobilité, nous sommes en retard. On est le leader, on est la locomotive de la sous-région, et on est en retard sur l'industrie de la mobilité électrique. Le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Tunisie, ils ont déjà voté 0% de TVA et 0% de douane sur l'importation des véhicules électriques. Nous, en Côte d'Ivoire, on est toujours en train de réfléchir. Donc là, on va booster un petit peu ici. Je vais les pousser un petit peu dans leur retranchement pour que les informations que nous retenons, elles vont être directement remontées. C'est pour ça qu'il y a le rôle de l'ARTI extrêmement important, puisque c'est le représentant de l'État dans cette action. Et on va parler aussi business, puisque le CPC, c'est quand même très business. On va commencer en parlant de business, par un entrepreneur du secteur privé. Je vais commencer par toi, Christopher. Une fois n'est pas coutume de commencer par les jeunes. Et je vais te poser comment l'industrie pour Auto24, qui est quand même le premier acteur de revente de voitures électriques d'occasion en Côte d'Ivoire, peut-elle concilier les enjeux environnementaux, l'accessibilité financière pour l'usager, puisque l'usager, c'est le cœur du sujet du FISA 2024, et la disponibilité des infrastructures, notamment dans les zones les moins desservies. Est-ce que tu peux me répondre à cette question déjà? Et tu as 5 petites minutes. D'accord. On fait 5 minutes par question, comme ça crée une dynamique aussi. Hein. Déjà, pour aller pas à pas, le premier, ou bien la première activité d'Auto24, c'est de racheter des voitures et ensuite de les mettre en état et les revendre. Par contre, après quelques mois d'ouverture ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on a ouvert ça fait maintenant 2 ans, nous avons quand même vu que le monde est en train de passer à la mobilité verte. Donc, pourquoi ne pas aussi inciter l'écosystème à aussi basculer dans ce domaine-là? Et après, nous avons essayé d'analyser et après envoyer des voitures. Ce qu'on a essayé ce qu'on a constaté, c'est plutôt que l'accessibilité, je dis, en termes de coût pour la voiture électrique, pour l'usager, c'est pas facile.
parce que déjà le coût de dédouanement est consort. Donc nous, ce qu'on a essayé de mettre en place par derrière, c'est de faciliter l'accès à l'usager. Et en commençant par tout ce qui est infrastructure, donc avec nos partenaires qui sont déjà EVTech, avec lequel on a essayé de faire tout ce qui est infrastructure de bornes, en commençant par nous-mêmes et aussi d'autres partenaires par lesquels nous avons essayé d'installer quelques bornes à Abidjan. Et ensuite, ramener des voitures qui sont abordables pour la Côte d'Ivoire, pour le climat qu'on a ici. Donc, pour répondre à la question, premier point infrastructure, nous avons essayé de voir avec nos partenaires pour essayer de mettre quelques trucs en place ici. Deuxième point, c'est plutôt l'éducation. Il fallait éduquer la population sur tout ce qui est voiture électrique. Pourquoi la voiture électrique? Comment la voiture électrique, elle marche? Parce qu'on a beaucoup de personnes, on a la majorité de la population qui ne sait pas réellement ce que c'est que la voiture électrique. La voiture électrique, ils se disent, aujourd'hui j'achète ma voiture, demain il y a un problème, je ne peux pas la réparer. Alors qu'il y a plus de facteurs, c'est plus bénéfique pour l'usager que même ce qu'on pense. Donc il nous fallait déjà essayer d'éduquer la population sur ça, ce qui a fait qu'on a fait l'écotourisme l'année dernière, où nous avons essayé de parcourir le pays, donc 700 km qui ont été parcourus d'Abidjan jusqu'à Boundiali, Abidjan, où nous avons essayé mais où nous avons éduqué la population de Boundiali à Abidjan sur la voiture électrique, qu'est-ce que c'est, les avantages d'avoir la voiture électrique. Et ça a aussi donné, un bon résultat par derrière. On en parlera sur la deuxième question pour détailler ça. En fin de compte, cette initiative, il travaille sur la tranche de la maintenance. L'industrie, c'est tout un écosystème, c'est toute une chaîne de valeur. Et justement, sur la chaîne de valeur du transport, nous avons le bus, qui est quand même un transport de masse extrêmement utilisé. Et ça, on a le leader ici sur Abidjan avec Iveco, et on a Stéphane Vautrin, son représentant. Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter déjà un petit peu Iveco et on parlera après de vos ambitions industrielles, bien sûr, ce que vous faites, mais déjà peux-tu nous présenter Iveco Bus. Oui. Pardon. Merci Denis, merci et bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux, Iveco Bus, d'être un grand partenaire du FISA depuis quelques années. Et cette présence aujourd'hui, elle se manifestée aussi par un stand. Nous vous invitons à venir nous rendre visite. Pour nous, le FISA, c'est vraiment un endroit où on peut rencontrer les opérateurs, mais surtout les partenaires. Ici en Côte d'Ivoire, Iveco, c'est d'abord Iveco Bus, qui est une marque du groupe Iveco. Donc c'est un leader européen, c'est un constructeur, c'est un industriel. Donc c'est un fabricant de bus qui offre une véritable énergie, on va dire, mix énergétique dans les solutions apportées au transport. Nous travaillons principalement en Côte d'Ivoire avec la Sotra, qui est un partenaire historique, partenaire et évidemment actionnaire aussi pour Iveco. C'est depuis 40 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 véhicules Iveco qui circulent à la Sotra. Depuis 2022, la Sotra a bénéficié de l'appui d'Iveco, un transfert, disons, de savoir sur l'industrialisation et, on va dire, l'assemblage d'une unité de production de véhicules minibus. Donc c'est un véritable challenge qui s'est amorcé. Et pour revenir un peu plus loin, en 2019, la Sotra avait fait l'acquisition de bus à gaz qui fonctionnent ici à Abidjan. Donc l'émergent, vous connaissez tous, qui est un bus de 18 mètres. Donc on est vraiment dans une position du constructeur, on a une position industrielle. Et aujourd'hui, on est très heureux de partager avec vous l'expérience d'un constructeur, un constructeur qui aujourd'hui a une ambition bien spécifique, celle d'être sur tous les continents et de rayonner. Et donc le FISA, c'est pour nous important, nous permettre de nous rapprocher et de comprendre les réalités. Mon expérience, elle m'a permis d'être aussi côté distribution. Aujourd'hui, d'être avec l'industrie
et l'industriel, c'est vraiment de mieux appréhender les problématiques de nos environnements, parce que les solutions énergétiques, elles existent, mais elles doivent être adaptées. On peut parlera pas ça tout faire. sur la deuxième Absolument. question, hein, si ça te convient. Et là, je vais rester dans le secteur privé avec Alex et CAFTRADE. Alors, ce que j'ai bien aimé, Alex, ta devise, c'est grandir en Afrique et être au service du développement de la Côte d'Ivoire. Tu as été initiateur du GME, le groupement de la mobilité électrique. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu CAFTRADE, son action locale et ton engagement dans le secteur de l'électromobilité, et on parlera de l'industrie dans la suite. Bonjour, merci pour l'invitation, Denis, et puis l'invitation de FISAT. Bon, je vais d'abord vous faire une présentation de CAFTRADE, tout simple. En fait, CAFTRADE, c'est un groupe spécialisé dans le service de commerce électronique B2B en Afrique, et puis en tant que le pont, et puis relier l'Afrique et puis le reste du monde, et puis CAFTRADE s'engage, introduit les technologies les plus avancées en Afrique, et puis à offrir des solutions commerciales locales. Donc voilà. Et puis actuellement, en fait, CAFTRADE a développé un centre commercial à Abidjan, s'appelle City Center Abidjan. En même temps, on est en train de développer une zone franche, une zone industrielle sous-douane intégrée pour soutenir le système complet de commerce électronique en ligne. Donc là, en fait, on a aussi s'engager également à contribuer au développement de l'économie sociale à Côte d'Ivoire. Donc, en fait, la promotion de la mobilité verte en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose, je veux dire, partagé. C'est une aspiration partagée par tout le monde CAFTRADE de Côte d'Ivoire. Parce que 90% de nos employés, nos collègues, sont des Ivoiriens, et puis la plupart, ils ont déjà parti en Chine. Donc, ils ont déjà avoir une expérience de bénéfices d'énergie verte et puis mobilité verte en Chine. Donc, c'est un rêve vraiment pour tout le monde de développer en même temps en notre pays, en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est sur ça qu'on est venu dans le domaine de voiture électrique. Bah écoutez, déjà, c'est des premiers bons éléments. On va prendre un petit peu de hauteur maintenant avec nos deux grands comptes un petit peu spéciaux. Idrissa, si tu le permets. Et après, on redescendra un peu plus de la partie opérationnelle avec le CPC. Mais c'est quel rôle les bailleurs et autres partenaires de développement peuvent-ils jouer pour accompagner l'essor de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire et en Afrique plus généralement, mais déjà, si on fait la Côte d'Ivoire, déjà, moi, ça me va bien. Très bien. Alors, bonjour à tous. Merci, Denis, pour la question. Je dois dire que les bailleurs, je vais parler peut-être pour le compte de la Banque mondiale, ont un rôle d'accompagnement des gouvernements. Donc, la première chose qu'on fait, c'est vraiment accompagner la volonté gouvernementale de la transition énergétique et écologique. Et donc, les rôles qu'on peut jouer, souvent quand on parle bailleur ou banque, on pense directement au financement. Mais un aspect très important, et je dirais même plus important que le financement, c'est celui des connaissances. La Banque mondiale, c'est une banque de connaissances qui peut partager ses expériences internationales. On a par exemple le cas du Bénin où on intervient sur la mobilité électrique. Et les expériences qu'on a ailleurs peuvent vraiment aider les gouvernements à designer, à formuler des politiques qui fonctionnent, qui marchent, et à définir des stratégies pour favoriser l'industrialisation de la mobilité électrique correctement. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment apporter notre connaissance, notre expérience internationale sur les choses qui ont fonctionné ailleurs et qui peuvent fonctionner en Côte d'Ivoire. Et effectivement, le second aspect, c'est celui du financement. On peut accompagner les gouvernements lorsqu'ils ont une volonté qui est affirmée sur différents aspects de leur politique industrielle pour la mobilité électrique. Ça vous fixe les grandes lignes, comme quoi la Banque mondiale est très sensible à cet aspect environnemental et à la brique technologique et le secteur que représente la voiture électrique. Mais pour ça, il ne finance pas les entreprises, il finance les gouvernements. Et justement, et c'est là où, Monsieur Badou, vous arrivez à point, c'est que le CPC a
est le talon entre le gouvernement et le secteur privé, les entreprises qui veulent s'investir dans ce secteur. Donc, M. Badou, je vous ai préparé une petite question. Quelles sont les incitations fiscales ou financières? Voilà, on commence à parler concret là, ça j'aime bien. Par la Côte d'Ivoire, via le CPC, pour encourager les investissements dans le secteur de l'électromobilité. Merci beaucoup, monsieur Mott. Je pense que le bailleur des fonds accompagne le gouvernement et au plan local, le CPC, dans le dispositif gouvernemental, accompagne le secteur privé. Je pense que c'est bien cascadé et ça se dessine très clairement. Le CPC, pour revenir à la question tout de suite sur le dispositif d'incitation, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a très tôt affiché ses ambitions. Depuis le tournant 2010-2011, c'est d'aller à une économie qui est industrialisée. Le PND 12-15 parlait d'industrialisation. Le PND 16-20 parlait d'industrialisation. PND, et le tout dernier... Vous utilisez beaucoup d'acronymes. Alors, PND pour le PND, désolé, c'est le Plan national de développement. C'est un peu la boussole de l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui en termes de politique de développement économique au plan national. Et donc le PND 12-15 parlait d'industrialisation, 16-20 d'industrialisation. Et le tout récent, celui que nous sommes en train d'exécuter, le PND 21-25, lui parle d'accélération d'industrialisation. Donc l'État a clairement, puisque la thématique du panel aussi tourne autour de l'industrialisation, donc l'État vraiment a en ligne de mire de transformer l'économie par l'industrialisation. Mais il reconnaît que pour y arriver, il y a un acteur très important qui est le secteur privé, à qui il faut donner les moyens de le faire. Et donc, il a réfléchi, disons, il réfléchit tout le temps, à travers des structures telles que le CPC, les cabinets ministériels, tout l'écosystème, donc réfléchit en permanence et adopte des instruments. Et parmi ces instruments-là, il y a les régimes incitatifs qui sont mis en place pour permettre justement à ce que l'investissement en Côte d'Ivoire dans les secteurs qui sont jugés importants ou stratégiques soit le plus abordable, enfin, le moins dispendieux, on va dire comme ça, possible, et on va dire le plus rentable. Et donc, l'un de ces dispositifs, il y a multiples codes sectoriels en Côte d'Ivoire, des codes pour l'énergie, des codes pour les mines, mais on a un code générique, qui est le code des investissements, qui est administré par le CPC en liaison avec certains ministères stratégiques, certains ministères clés, qui octroient des avantages justement aux entreprises qui investissent dans certains secteurs, dont le secteur du transport, des technologies et par conséquent de là où il y a le croisement de l'électromobilité par exemple. Et ces incitations-là se résument en des exonérations de droits de douane qui sont octroyées aux entreprises qui investissent soit dans la production de véhicules électriques au plan local ou dans le développement d'infrastructures de soutien à cette industrie comme les bornes de recharge ou tout autre investissement qui pourrait se faire. Donc des exonérations de droits de douane sur les équipements, sur les bâtiments, sur les logiciels, sur d'autres types d'actifs. Et quand l'entreprise, avec des suspensions de TVA bien sûr, c'est très technique, on pourra l'expliquer plus tard, on n'a que 5 minutes. Et quand l'entreprise entre en phase d'exploitation, ce sont des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt qui sont évalués donc, sur la base de l'investissement global réalisé, qui permet aujourd'hui à une structure qui est une PME par exemple, qui est basée à Abidjan, qui serait peut-être dans le secteur on va dire de l'assemblage de véhicules électriques, de bénéficier d'à peu près 50% de crédit d'impôt sur l'investissement réalisé. Imaginons si vous investissez 1 milliard pour monter une unité d'assemblage de véhicules électriques par exemple, l'État va vous retrocéder en crédit d'impôt 50%, c'est-à-dire 500 millions de francs CFA en crédit d'impôt. C'est quelque chose qui a un impact direct sur votre PNL, sur votre profitabilité, sur le payback. Donc c'est un soutien très fort que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui octroie aux entreprises qui investissent en général et en particulier dans le secteur de l'électromobilité. Il y a d'autres dispositifs qu'on pourra aborder plus tard, mais on va se focaliser sur celui-là pour l'instant. Voilà, pas trop d'informations, parce que l'information tue l'information. Donc déjà, ce que je retiens, c'est déjà une sensibilisation concrète avec des dispositifs existants, des motivations. Il faut savoir juste aller taper à la bonne porte, présenter le projet comme il se doit, parler durabilité, parler industrie, parler employabilité. Et avec ça, le CPC, je vous promets, est très réactif. On en parlera sur la troisième question, et ça, c'est un peu mon teasing. Il vous fera une annonce tout à l'heure.
Revenons aux choses un peu concrètes. Hein. Tu vois que ça a bien parlé, tu vois que ça a évolué. Parce que avec Auto24, on a eu une petite expérience un peu douloureuse sur les droits de douane, sur les premières importations des voitures. On a beaucoup souffert, enfin, ils ont beaucoup souffert. Je remercie en tous les cas d'avoir persévéré. Et pour ça, le secteur privé, voilà, il s'est tombé, mais il sait rebondir. Et justement, et depuis ton installation en Côte d'Ivoire, comment Auto24 a-t-elle contribué à l'adoption des véhicules électriques et à transformer les habitudes de consommation? N'oublions pas qu'on parle de l'usager à ce FISAT-là, mais dans un cadre toujours industriel. Hein. Ouais, on change de micro. La technique là-bas, si on peut nous regarder un peu, là, parce qu'ils ont des petits problèmes de micro. Merci. Alors, déjà, parlant d'adoption, ça n'a pas été facile, comme nous le savons déjà. On est allé petit à petit, c'est-à-dire d'abord amener une voiture, deux voitures, avec EVTech déjà, avec la Tesla qu'ils avaient depuis, je pense, 1 an à l'époque. Nous avons fait des test drives, on a essayé de voir beaucoup de choses. Et ensuite, Auto24, nous avons fait beaucoup de projets avec Yango par exemple, où j'étais le project manager, pour pouvoir déjà voir les habitudes qu'on a avec des voitures thermiques en VTC, et après évaluer cela avec des voitures électriques. Donc après ça, nous avons vu que c'était quand même porteur, et Yango était partant sur ça. Ils ont incité leurs différents partenaires à s'engager à prendre des voitures électriques. Donc suite à cela, ça n'a pas été quand même facile, comme je le dis, je reviens encore là-dessus, parce que le coût déjà des voitures électriques en termes de dédouanement, ça n'a pas été facile. Nous avons vu avec le CPC plusieurs fois, et voilà, on n'a pas vraiment eu de résultats qu'on espérait avoir, mais ça ne nous a pas découragés. On a foncé, et par la suite, nous avons, comme je le disais aussi, par rapport à l'écotourisme, décidé de faire une sensibilisation déjà au niveau de la population, et aussi inciter les autres entreprises privées comme publiques, c'est-à-dire voir les entreprises qui sont intéressées par le fait d'investir en Côte d'Ivoire. Donc ces entreprises-là que nous avons préparées, nous avions présenté au CPC, vous dit que nous avons derrière nous telle entreprise qui est intéressée à investir en Côte d'Ivoire, mais pas derrière effrayée par le fait qu'il n'y ait pas d'exonération sur les taxes de douane. Et ça, bien vrai que c'est décourager certaines entreprises, mais Auto24 par derrière a continué. Ce qui a fait aujourd'hui que la plupart des concessionnaires aussi se sont engagés dans ce domaine-là. Les concessionnaires aujourd'hui n'ont plus peur de ramener des voitures électriques. Donc, pour répondre à la question, ça n'a pas été facile, mais nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes arrivés petit à petit. Voilà, ça c'est vraiment le secteur privé et l'entrepreneuriat en particulier. Hein, il tombe, il y a un genou à terre, mais c'est pas grave, on se relève. Il tombe une fois, il se relève 2 fois. Il tombe 2 fois, il se relève 3 fois. Et ça, vraiment, merci en tous les cas d'avoir, parce que c'est vrai que tu as initié ce mouvement en Côte d'Ivoire. Il faut que maintenant que Auto24 en bénéficie. Hein, et ça, on voit que les entreprises comme le CPC, toi, écoutent les bailleurs de fonds, écoutent le CPC, donc les boucles commencent à se boucler. Et grâce à ce type de table ronde, ça le démontre. Le transport de masse, toujours, là on parle de voitures particulières, mais Stéphane, avec Iveco justement, quel est votre, comment vous préparez, vous, cette transition énergétique pour répondre aux besoins du gouvernement de cette baisse d'émissions bas carbone de 30%, les effets de gaz à effet de serre sur 2030? Comment allez-vous y participer et quels sont les moyens que vous mettez en œuvre? Alors, la transition énergétique, en tant que telle, chez Iveco, elle est au cœur de la transformation. C'est l'ADN même aujourd'hui d'Iveco qui est capable d'offrir une offre très variée de motorisation, mais d'énergie. Donc, on appelle ça une énergie, un moteur thermique à combustion interne. Donc, c'est le moteur diesel classique, mais on a aussi la solution gaz, la solution mixte, c'est-à-dire hybride.
la solution électrique, naturellement, et hydrogène. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une solution qui est vécue en tant qu'industriel et constructeur européen. Toutes les solutions sont sur la table. D'ailleurs, une petite parenthèse, Iveco est l'un des seuls constructeurs aujourd'hui européens à disposer de toute cette gamme. Alors, il n'y a pas de solution en tant que telle. Il faut savoir s'adapter aux besoins. Aujourd'hui, toutes les solutions sont sur la table. On peut les proposer. Donc, après, il faut essayer de déterminer ce qu'on appellerait une offre complète. Parce qu'une transition énergétique, elle est au cœur de solutions techniques. Donc, elles doivent être adaptées, elles doivent être construites. Mais voilà, aujourd'hui, l'offre, elle est là. L'offre, elle est réelle. Très bien, ça c'est toujours la durabilité. Hein. Des industriels comme Iveco participent à l'effort national pour assurer les promesses, pour tenir les promesses des engagements pris pour 2030. Donc merci d'être aussi inclusif dans le tissu économique. En parlant d'inclusion, toujours dans le secteur privé, avec CAFTRADE et Alex, son directeur général, que nous avons plaisir d'avoir. La Chine, il n'y a pas de secret. Hein. Ça fait 15 ans qu'ils font de la voiture électrique. Hein. C'est les numéros 1 mondiaux. Donc ils sont incontournables. Ils ont choisi Abidjan comme la porte d'entrée. Il faut savoir saisir cette opportunité. Hein, grâce à des acteurs comme Auto24, grâce à des acteurs comme l'APEM que j'ai pu avoir le plaisir de créer, eh bien, on a motivé que ces acteurs comme des aspirateurs pour qu'ils viennent choisir la Côte d'Ivoire comme terrain de porte d'entrée sur la sous-région. Pour ça, il faut savoir leur proposer de faire de l'industrie, de transformer leur volonté. Pour ça, avec votre longue expérience, Alex, quelles sont les valeurs que vous défendez pour jouer la carte de la durabilité en Afrique? Vous en avez parlé avec votre devise. Je voudrais que vous alliez un petit peu plus loin en disant CAFTRADE, vos ambitions en termes d'investissement, en termes de formation. Je sais que vous faites des choses énormes dans le sujet. Ok, merci pour la question. Je pense on a parlé sur le. Bon, c'est pas caché. La Chine maintenant c'est le top dans le domaine de voitures électriques. Et puis en 2023, il y a presque 14 millions de voitures électriques qui sont vendues. Et puis 60% c'est immatriculé en Chine. Et puis on a aussi également vendu, exporté 1,2 million de voitures électriques par le monde. Donc, il y a assez technologie très intéressante en Chine. Par exemple, je vais vous donner juste 2 exemples. Il y a de bonnes recharges très rapides. Ça permet maintenant de 15 minutes pour charger une voiture jusqu'à 80%. Et puis aussi, il y a une technologie qui s'appelle V2G. C'est la technologie qui permet aux voitures de renvoyer l'énergie au réseau national. Parce qu'en Chine, il n'y a plus pas de, bonnes recharge stations, c'est de soleil énergie. Donc, quand la voiture qui a pris l'énergie, quand le propriétaire de la voiture n'a pas besoin, il renvoie à la réseau national électrique. Et puis, c'est payant. Donc, CAFTRADE, notre but, enfin, en Côte d'Ivoire, c'est pour inviter et puis assister l'industrie pour avoir une industrie de voitures électriques en général en Côte d'Ivoire et puis en Afrique. Mais avant d'avoir industrie, il faut avoir le marché d'abord. Donc, notre but maintenant, c'est introduire progressivement la voiture électrique pour développer le marché local. Et puis, sensibilisation du public à travers le forum, des différentes activités, campagnes médiales et des collaborations avec les écoles et promouvoir le mobile vert. Et puis aussi le soutien, on a toujours, parce que CAFTRADE c'est une plateforme B2B, donc to business c'est toujours notre objectif. Donc accompagner de l'entreprise comme l'entreprise de VTC pour élargir l'utilisation de voitures électriques et puis j'offre la formation pour l'entretien de voitures électriques.
Donc, l'idéal, c'est de construire un écosystème qui soit non seulement écologique, mais aussi bénéfique pour l'économie et la société en général. Donc, vous investissez, si je reprends un petit peu les mots, hein, vous investissez dans la formation, le transfert de compétences, la montée en puissance de l'économie locale sur les technologies, bien sûr chinoises, mais la Chine, c'est des leaders, il n'y a pas de secret. Et pour ça, Idrissa, là, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez, à la Banque mondiale, est-ce que vous pouvez nous partager une expérience, vous ne l'avez pas faite avec la Chine, je crois que c'était avec l'Inde, sur justement comment le secteur privé, avec la Banque mondiale et une vision globale, et avec l'État bien sûr, vous pouvez partager cette expérience, un success story j'espère. Merci. Merci Denis. Alors j'aimerais quand même réagir sur les propos d'Alex, je trouve qu'ils sont très importants. On parle d'industrialisation et on parle d'usagers. Et je pense que vraiment une des clés pour comprendre les opportunités d'industrialisation, c'est le marché. Comme il a dit, sans marché, il n'y a pas d'industrialisation. Et donc, si je me tourne par exemple vers Iveco, un producteur de bus a besoin d'un marché conséquent pour pouvoir imaginer s'implanter à un endroit et développer et assembler ses véhicules à cet endroit-là. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour acquérir des flottes suffisamment importantes pour pouvoir inciter justement les acteurs à industrialiser localement. Et donc la banque a pu accompagner justement des gouvernements comme l'Inde dans des programmes d'achat de flottes pour permettre d'abord de réduire les coûts en augmentant le volume et permettre aussi d'envoyer un signal aux industriels en disant il y a une demande locale qui existe et donc il y a une raison économique de s'implanter localement. Donc pour revenir vraiment sur le cœur du sujet, l'usager doit comprendre son intérêt à transitionner vers le véhicule électrique et c'est que quand le marché sera prêt que l'industriel pourra venir avec vraiment son calcul économique en disant ça fait sens d'investir dans le pays. Et je pense que l'exemple de l'Inde, c'est vraiment ça, c'est vraiment la compréhension que l'industrialisation passe d'abord par le marché et donc l'accompagnement des acteurs aux différentes échelles, que ce soit industriel ou institutionnel, pour pouvoir justement créer cette demande nécessaire pour permettre l'industrialisation. Et donc si on revient sur la Côte d'Ivoire, on applique ça à la Côte d'Ivoire, le véhicule électrique particulier, s'il doit être, si le marché doit être créé pour ça, il faut qu'il y ait des incitations économiques, fiscales qui soient mises en place pour que l'usager trouve un intérêt à se tourner vers le véhicule électrique, pour qu'ensuite les importateurs aient de plus gros volumes à importer, pour qu'ensuite les industriels considèrent implanter localement des chaînes d'industrialisation. Donc je pense que tout est important, mais il faut vraiment ne pas perdre de vue que quand on parle d'industrialisation, avant tout, c'est l'usager, donc le marché, qui va driver ce mouvement-là vers l'industrialisation. Justement, le marché justement, est en pleine création. Ici sur Abidjan, déjà ces derniers mois, on voit que les premiers adopteurs, ce sont les VTC, hein, comme je l'ai expliqué dans la première table ronde. Hein, lorsqu'on voit que le coût au kilomètre, vous le divisez par 4, le coût de la maintenance, vous le divisez par 5 en matière électrique. Quelqu'un qui fait du VTC, qui fait ses 300 km par jour, il va rentabiliser le lendemain de son achat son véhicule. Donc, en augmentant sa productivité du fait de la différence du gain sur l'énergie. Donc ça, on voit qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 200 véhicules sur Abidjan. C'est un démarrage, hein, on commence. À peu près 70%, ce sont des VTC. Le reste, ce sont des flottes d'entreprise. C'est pour montrer que le gain et l'engouement. Nous avons un gros partenaire qui devait être sur le premier panel. Hein, il s'engage sur 2000 véhicules. 2025, vous allez voir, 2000 véhicules. Donc c'est toute l'industrie qui va en bénéficier. Et pour ça, justement, il faut être ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est avec le gouvernement, c'est avec des bailleurs qui comprennent que s'il y a le marché, ils sont prêts à financer, il l'a dit. S'il y a le marché, on sait acheter 100 bus pour accélérer, hein, pour valider le POC, le projet, s'il y a besoin. Et ça, justement, et c'est là où le CPC trouve un intérêt, mais alors, idoine, et ça, merci encore, M. Badou, d'être parmi nous, justement, hormis l'octroi d'incitation, qui est bien, mais qui n'est pas suffisant,
Que fait le CPC en tant que promoteur de l'investissement en Côte d'Ivoire pour favoriser ce secteur qui est naissant, mais qui démarre à plein régime? Bien, merci beaucoup. Je pense que la Banque mondiale, toujours en intervenant avant nous, touche du doigt des points qui sont très pertinents, notamment sur la question de marché, question à laquelle nous aussi nous avons réfléchi au sein des différents groupes de travail qui sont créés au plan national pour justement porter la réflexion sur l'essor de l'industrie automobile en général et l'industrie automobile électrique en particulier. Le CPC, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes un facilitateur de l'investissement. Et à ce titre, en fait, notre rôle, tout notre travail se résume à cela. Écouter le secteur privé, savoir ce qui est important pour lui, identifier tout ce qui est frein au développement des différentes filières, des différents secteurs, et puis porter à travers le dialogue donc public-privé ces préoccupations-là pour que des solutions soient trouvées afin de permettre, comme je disais tantôt, l'essor de ces différents secteurs. À ce titre, vous avez donné l'exemple tout de suite des VTC. Nous avons accompagné déjà 2 compagnies dans les VTC. On ne va pas les citer ici. Une première qui a une bonne partie de son parc qui est prévu passer à l'électrique. Il y a une seconde aussi qui est en train de se déployer, sur laquelle nous sommes en train de travailler en ce moment, qui a aussi un important parc au niveau de l'électrique. Avec la première compagnie, nous sommes en train d'avancer sur un volet industrialisation parce qu'elle s'engage sur des volumes très importants, 1000, 2000, 3000 véhicules. Et donc, ça serait un peu bateau, comme on dit, de ne pas les produire localement. Donc, nous sommes en permanence en train de dialoguer avec le secteur privé pour savoir ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qu'il faut mettre en place pour que on va dire ces différentes, ce secteur-là puisse se développer réellement. Je peux donner l'exemple un peu des travaux que nous conduisons avec l'APME, que nous avons, on va dire, plus ou moins rejoint il y a quelques temps. Avec qui, pardon? Je n'ai pas entendu. Avec l'APEM. Voilà, avec l'APEM que nous avons pratiquement rejoint il y a quelques mois, avec qui il y a des discussions déjà, on va dire des axes de réflexion qui sont lancés. Donc nous sommes en permanence en train de travailler sur ce axe-là. Notre rôle ne se résume pas à octroyer des avantages fiscaux, des incitations, mais être en permanence en train de scruter l'horizon, au plan national comme à l'international, identifier les meilleures pratiques et venir en interne ici essayer de les porter pour qu'elles soient des réalités chez nous. Je peux vous donner des exemples. Il y a quelques semaines, nous étions en mission donc, en Afrique, dans certains pays d'Afrique, où nous avons étudié les modèles qui ont été mis en place pour développer l'industrie automobile. Et nous sommes revenus avec de très belles idées pour voir comment, à très court terme, on peut créer un marché, même quand on est à des modèles industriels qui sont très basiques et que localement, on a besoin de mettre en place des solutions pour aider justement au financement et à l'achat, à l'acquisition des véhicules par les particuliers ou par les entreprises. Bon, on ne donnera pas toutes les recettes peut-être maintenant, le temps de rendre compte au gouvernement qui nous a mandatés avant que ces éléments-là soient diffusés. Mais il y a de très belles idées qui ont émergé à travers des bailleurs de fonds qui permettraient par exemple de mettre en place des solutions de financement pour les acteurs du transport en commun par exemple, pour réduire le coût d'achat des véhicules, faire en sorte qu'ils puissent être facilement ventilés dans le marché. Donc c'est vraiment ça l'essence de notre travail. Ce n'est pas que l'octroi d'incitation, c'est vraiment d'être ce facilitateur d'investissement-là qui sait identifier les bonnes pratiques, les besoins du secteur privé et mettre ensemble les différents dots pour que tout le monde puisse communiquer. Et c'est ça exactement le but aussi de cette table ronde, c'est de démystifier, de vous faire connaître ce rôle de facilitateur parce que des projets, il y en a 3 à côté de vous, chacun dans son domaine, et de se faire entendre et comprendre. Parce que des fois, on n'a pas tout à fait le même discours. Mais là, je vois que c'est un discours pragmatique. On sent que vous venez du secteur privé. Et ça, le CPC a fait bonne pioche avec vous à la tête des investissements. Christopher, on va faire le dernier tour de questions. Et là, Christopher, j'ai demandé de passer les derniers messages. Quelles sont les ambitions au regard pour apporter plus que la voiture? Aujourd'hui, donc la voiture d'occasion, c'est vous, ça on le sait, c'est Auto24. Mais maintenant, d'être justement ce facilitateur de la solution de mobilité durable, comment aller plus loin pour améliorer encore le contexte local et s'ancrer en termes d'industrie et de durabilité dans le temps. D'accord. Déjà pour Auto24, ce qu'on pense faire déjà pour l'année prochaine, c'est d'avoir des accords avec des partenaires bancaires pour pouvoir faciliter déjà, permettre à l'usager
de facilement payer sa voiture, voilà, avoir une acquisition de voiture. Parce que avec certaines entreprises qui se lancent dans le VTC, il est difficile pour eux aujourd'hui de s'acquérir, comment dire, une plate, désolé, il est difficile pour eux de partir sur des centaines de véhicules dans leur parc auto, à cause du coût. Donc aujourd'hui, ce que nous, on prévoit faire pour eux, c'est plus en termes financiers, leur trouver des solutions pour ça. Donc par derrière, on a aussi d'autres projets qui se focalisent plus dans l'investissement, comme je le disais là, de filiales qui vont s'installer, puisque Auto24, c'est quand même une partie de Stellantis. Stellantis est actionnaire majoritaire chez nous. Donc Stellantis prévoit aussi s'installer ici, oui, d'une façon ou d'une autre. On a eu à voir le CPC sur ce sujet-là. Donc ça, c'est dans les plans à venir. Et comme je le disais aussi, le but d'Auto24, c'est réellement de faciliter l'accès et de voitures d'occasion thermiques, mais aussi l'accès à tout ce qui est voitures électriques. Pas que des voitures électriques, mais tout ce qui va avec la mobilité verte. Ça peut être des tricycles, ça peut être d'autres choses. Donc on travaille vraiment sur plusieurs sujets en même temps pour trouver ensuite des solutions. Donc je pense qu'avec l'accord que l'État va bientôt signer pour pouvoir avoir, comment on dit, l'exonération sur tous ces trucs-là, on pourra immédiatement s'engager à améliorer tout le secteur. C'est plus notre vision pour les années à venir. Donc améliorer le confort de l'usager, les formations et importer toujours de l'innovation sur le secteur. C'est une façon de s'industrialiser aussi. Hein. Oui, une autre chose, j'allais plutôt encore insister sur l'éducation. Parce qu'on va aussi continuer à faire l'écotourisme. Donc on prévoit déjà l'année prochaine relancer ça, permettre aux populations dans d'être sensibilisées. C'est ça, les excellent, sensibiliser. Excellent. Très bien, écoutez, on attend cette prochaine édition avec impatience et je suis sûr que nous aurons la Banque mondiale et le CPC comme sponsor. Stéphane, le dernier tour de questions et je pense que c'est une opportunité pour Iveco. Pourquoi votre clientèle actuelle qui est en diesel ou biogaz ou je ne sais quoi passerait à l'électrique? Quelles seraient les motivations? Quelle est la volonté d'Iveco de les accompagner? J'ai entendu aussi parler d'une rumeur que vous allez sortir le premier bus 22 places 100% EV. Je lance un peu ça en vrac, hein, c'est une rumeur, vous me dites oui, vous me dites non, mais en tous les cas, je pense que Iveco Bus a de quoi challenger le marché avec l'électrique et comment? Alors, du point de vue d'un industriel qui est capable d'offrir une gamme importante, large, il y a notamment, quand on parle de transport de masse, il y a l'usager type minibus. Alors, il ne faut pas le négliger parce qu'on a aujourd'hui cette solution qui existe. D'ailleurs, on a fait venir un Daily. Le Daily, il est positionné devant. C'est un véhicule de 22 places. Ah, il est en démonstration. Là, voilà, c'est le véhicule qui a été assemblé par la Sotrac, qui a été mis à disposition par l'opérateur, donc dans le cadre du FISA. Et c'est exactement la typologie du véhicule qui sert aujourd'hui, ce qu'on appelle le BACA ou le Woro, qui aujourd'hui est un contributeur. Il y a la solution de masse en tant que telle avec le BRT, hein, ça a été évoqué par la MUGA dans le précédent panel. Donc le haut niveau de service, donc c'est ce qu'on appelle le véhicule à haut niveau de service, hein, bus à haut niveau de service. C'est un concept très particulier mais qui est adapté aux grandes villes, qui est en fait un vrai projet industriel qui est porté par l'État en général. Aujourd'hui, l'intérêt de l'usager, il est clair. Vous roulez dans un véhicule électrique qui émet zéro gaz polluant. Donc, c'est le confort du passager, c'est-à-dire c'est l'amélioration de l'air environnant. C'est aujourd'hui extrêmement important pour nos grandes capitales africaines. On a parlé des quantités de gens qui se déplacent par jour à Abidjan. Voilà, c'est un des premiers aspects. Donc, l'amélioration de l'environnement. C'est un véhicule extrêmement connecté, avec des systèmes d'aide à l'exploitation.
Aujourd'hui, l'usager, vous l'aviez souligné, mais ça a été aussi souligné dans le précédent panel pour ceux qui ont participé, il y a des systèmes embarqués qui permettent effectivement à l'usager de savoir à combien de temps un prochain arrêt. Ce sont des véhicules avec très peu d'émissions sonores. On parle d'émissions polluantes, mais on parle aussi de pollution sonore. Aujourd'hui, vous avez des véhicules qui ne font pas de bruit. Donc ce sont des véhicules adaptés pour l'usager, pas de vibration, avec des planchers bas. Donc ça, on est véritablement, d'un point de vue industriel, dans des solutions qui existent, des solutions qui doivent être adaptées. Aujourd'hui, elles sont présentes, donc elles sont étudiées. Et pour l'usager, c'est une transformation, c'est un changement. C'est une solution qui impacte sa santé et son niveau de vie. Oui, et moi, ce que j'aime chez Iveco, c'est que depuis toujours, chez Iveco Bus, en l'occurrence, ils font toujours de la coopération, de la coordination. C'est toujours du transfert de compétences locales. C'est ici, le bus que vous avez en démonstration, il est assemblé 100% en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment, ça c'est de l'industrie, ça c'est de la durabilité, ça c'est de l'engagement. Donc, merci en tous les cas, Iveco Bus, d'avoir cette politique-là et de continuer, peut-être partenaire du FISAT, ça montre votre engagement. Et ça, on va continuer. Vous êtes talonné de près par la Chine, qui est toujours là, qui vous a regardé. Mais en tous les cas, c'est sur des secteurs complémentaires. Et justement, CAF Trade, en termes d'industrie, lorsqu'on est dans le secteur privé, les investissements, il faut toujours les avancer. Quelles sont les ambitions de CAF Trade en matière industrielle sur le secteur de l'électromobilité? J'ai entendu parler que vous construisez un showroom de 3500 m², qui a une unité d'assemblage prévue. Quelles sont vos ambitions en termes de formation, zone industrielle et autres? Ok, je voulais vous expliquer au début de la voiture électrique de Énergie Verte en Côte d'Ivoire, nous sommes suivis de ce sujet et puis ce programme. Et puis parmi toutes les années, on a en Côte d'Ivoire et puis on a maintenant associé avec le mieux partenaire, l'entreprise en Côte d'Ivoire. Et puis on a lancé un programme de JME, ce fiche. Donc on va vous fournir tout votre besoin concernant la voiture électrique. Soit vous avez besoin de la voiture, vous avez besoin de préfinancement, vous avez besoin de pièces détachées, tout ce que concernant la voiture électrique, JME fournit le mieux partenaire en Côte d'Ivoire pour vous. Et puis ça aussi, de notre mission de CAF Trade, de donner la plateforme B2B, parce que nous avons également la usine en Chine qui est dans le domaine industriel de voitures électriques et qui est intéressé par le GME aussi, ce qu'il a fourni. Donc, je voulais parler de la deuxième partie, c'est en fait, en 2024, CAF Trade a déjà signé un MOU avec CPC cette année sur développer une zone franche sud-ouest de 250 hectares. Et puis, actuellement, en fait, nous avons déjà entamé la discussion avec un certain nombre de fabricants de voitures électriques en Chine, et puis aussi la pièce détachée de voitures électriques en Chine. Donc, on a invité de construire, on a réservé la partie dans notre zone franche pour eux. Donc, tout le monde sont intéressés. Donc, ce qui permettra de réduire les coûts et puis de créer un grand emploi en Côte d'Ivoire. Donc, pour avoir ça, en fait, on a aussi également discuté en cours avec le fournisseur de technologie pour mettre en place des lignes d'assemblage de batteries et de centres de recyclage pour renforcer l'autonomie ivoirienne et puis réduisant l'impact environnemental des batteries usagées. Voilà. Et puis on a aussi parlé avec plusieurs de la fournisseurs en Chine qui va nous fournir plusieurs
de techniciens de chinois professionnels. Et puis, le CAFTRADE va accompagner les entreprises locales à travailler avec l'école professionnelle pour former les techniciens ingénieurs en fabrication, maintenance et réparation de voitures électriques. Et puis, enfin, c'est notre ambition avec toutes les meilleures entreprises en Côte d'Ivoire pour transformer la Côte d'Ivoire en un centre régional de fabrication et puis exporter le véhicule électrique vers le pays voisin. Et puis renforcer ainsi l'intégration économie régionale. Merci. C'est juste énorme. Alors, pour information, c'est tout à son honneur, hein, le GME dont vous avez cité, hein, c'est le groupement de la mobilité électrique, ça représente un groupement d'entreprises ivoiriennes. On est toujours dans la coopération, hein, mais avec la puissance chinoise en termes de fournisseurs de matériel, mais l'ensemble des services et la valeur ajoutée est vraiment répartie sur l'ensemble de plusieurs partenaires locaux bien ancrés de l'écosystème de la mobilité électrique. Ça, c'était vraiment à préciser. Merci beaucoup et bravo CAFTRADE. Alors, Idrissa, parce que là j'ai vu, enfin, vous avez parlé de marché et vraiment merci d'avoir lancé ce terme. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil, des petits conseils au gouvernement ivoirien, au secteur privé? On a l'ARTI, je donnerai un petit mot sur l'ARTI tout à l'heure, hein, pour aller plus vite vers cette transition et comment vous pouvez nous aider sur ce secteur. Alors, oui, je n'ai pas de conseils à donner, je veux juste partager une expérience. Les endroits où vraiment la transition a marché, en tout cas c'est amorcé, c'est des endroits où il y a eu une volonté gouvernementale vraiment affichée et claire. Et donc, la clé vraiment du succès de la transition, c'est la volonté gouvernementale. Il faut que le gouvernement se dote d'une vision et la porte forte. Je vais donner un exemple concret. Sur le BRT, par exemple, il y a vraiment une opportunité manquée, puisqu'on a le BRT, donc le bus rapide transit, le programme du PMUA est financé par la banque et l'AFD, et il est prévu que 200 bus soient achetés par un partenaire privé pour fournir les services de transport. Et rien dans la stratégie du BRT ne prévoit une composante d'industrialisation locale. Donc pour moi, déjà, c'est un raté. L'autre exemple que j'ai, c'est le Bénin. Donc CAFTRADE a parlé vraiment de la volonté de faire de la Côte d'Ivoire en centre régional de la mobilité électrique. Le Bénin y est déjà. Le Bénin, le gouvernement béninois, met les choses en place. Exonération à l'importation, zone franche, Logic B, GIZ, ça existe déjà. Et ils sont vraiment moteurs. Ils ont une volonté qui est affichée pour faire du Bénin le hub sous-régional de la mobilité électrique. Donc sans volonté clairement définie au niveau du gouvernement, les bailleurs et les partenaires techniques ne peuvent rien faire. C'est le gouvernement qui est sur le driving scene, comme on dit, à la place du pilote. Et s'il n'y a pas cette vision et cette direction qui est donnée, le marché ne pourra pas décoller. Donc il faut vraiment que nous, on peut donner des éléments de décision, d'information, avec les rapports qu'on produit qui donnent un peu les raisons d'y aller à 100%. Mais tant qu'il n'y a pas la décision du gouvernement d'y aller, finalement, toute la chaîne ne va pas s'enclencher. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est juste réfléchissons, décidons, agissons. Écoutez, à chaque fois, on me reproche toujours des fois d'avoir un langage un peu franc, des fois vis-à-vis du protocole, d'être un petit peu direct. Là, je trouve votre discours sincère, 2 réel, 3 concret. Donc vraiment, merci de ces mots qu'on n'avait absolument pas préparés puisqu'on s'est eu au téléphone très tardivement hier soir. Mais vraiment, et à croire, le CPC. Le CPC, est-ce que vous avez entendu, justement, vous qui êtes entre les deux, hein, entre et la partie étatique et la partie privée, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion, puisque ça sera notre dernière intervention, avant l'invité mystère, hein, bien sûr. En termes de conclusion, ce que je peux dire, c'est que le CPC a très bien entendu le discours du secteur privé,
on va dire des PTF, des bailleurs de fonds qui sont ici présents, dans ce sens que le CPC est déjà en train de travailler dans le cadre d'une réflexion nationale, qui touche à la mise en place d'un programme automobile national qui est porté donc par le gouvernement. Peut-être pas simplement rappeler, c'est que l'année dernière, en 2023, décembre, l'État a adopté un livre blanc sur la mise en œuvre d'un programme automobile en Côte d'Ivoire qui a identifié 20 mesures clés qui sont pour nous vraiment fondamentales en vue du développement d'un programme automobile en Côte d'Ivoire. Et ce programme-là, il touche à la fois la mobilité thermique que la mobilité électrique. Voilà. Et donc, c'est un aspect sur lequel nous avons commencé à travailler avec les ministères qui ont le lead sur ce projet. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, au niveau du CPC, ce programme, il est bon. La preuve, nous sommes engagés à 100% là-dedans, mais il est un peu généraliste parce qu'il touche en même temps les différents aspects. Et donc, il y a, en ce moment, nous travaillons avec l'appui de certains experts locaux, parce qu'il ne faut pas toujours aller chercher l'expertise forcément ailleurs. Je pense que M. Mott, qui est ici présent, nous accompagne très fortement sur le projet. Il est pratiquement le conseiller du CPC sur les questions de mobilité et de mobilité électrique en particulier. Donc, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui va fédérer des acteurs, de vrais spécialistes de la mobilité électrique, de sorte à pouvoir, à très court terme, proposer à notre haute hiérarchie une feuille de route qui va permettre que la mobilité électrique se déploie effectivement en Côte d'Ivoire à travers des projets industriels au plan local. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été annoncées. Il faut les fédérer, il faut les mettre dans un cadre global. Il faut avoir une politique réelle qui soit clairement définie, qui soit assez incitative pour que les acteurs se retrouvent là-dedans et qu'ils s'embarquent avec nous. Donc ce travail-là, il a commencé avec l'aide de M. Mott et de certains experts. Et nous allons l'intensifier, nous allons l'accélérer dans les semaines à venir, de sorte à pouvoir proposer, avant la fin de l'année, c'est la deadline que notre hiérarchie nous a donc fixée, une feuille de route, un autre livre blanc, peut-être plus blanc que celui qui est déjà sorti, qui va nous donner des éléments spécifiques à la mobilité électrique. Voilà, pour l'industrialisation, pour permettre qu'il y ait une acquisition plus facile au niveau donc, des ménages, des entreprises, et même au niveau des transporteurs, parce que c'est du pain béni, c'est un marché captif tout de suite, ce que je veux dire qu'on peut, je ne sais pas comment on dit ça en français, tap en anglais, voilà qu'on peut tout de suite adresser, parce que c'est, comme je dis, c'est une niche. On a des milliers de véhicules qui sont là, qu'on peut tout de suite basculer, remplacer par des véhicules électriques, pour peu qu'on ait les plans de financement qui sont adaptés et des incitations qui sont assez pertinentes pour les différents maillons de la chaîne, à la fois les producteurs, les distributeurs et tous les acteurs de l'écosystème. Donc nous travaillons à cela, nous avons très bien compris ces différents enjeux, nous avons vu ce qui se passe au Bénin, qui nous a au passage piqué quelques petits projets il y a quelques temps, tout petit, pas grand, voilà. Mais pour lesquels nous avons une revanche à prendre et nous savons que quand nous prenons notre revanche, nous le faisons très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, oui, alors là, il faut l'encourager parce que c'est vraiment quelque chose d'innovant. Vous savez, le gouvernement, il fonctionne à sa vitesse et le secteur privé, des fois, on a tendance un peu ils nous disent, vous nous bousculez un petit peu. Et c'est vrai que j'ai tendance, moi, à pousser, à donner des grands coups de pied dans les portes et des fois, ça perturbe un peu. Mais on voit que le CPC, justement, c'est le médiateur et efficace avec des vraies mesures. Et justement, et je voudrais m'excuser encore, de demander pardon, mais on a eu une communication qui a pris un petit peu de temps. Mais vous êtes là, je vais vous demander, Madame Marie-Paul Cassis, de venir quand même monter sur ma table ronde parce que c'est l'ARTI. L'ARTI, c'est le régulateur des transports intérieurs. Il est en charge. L'ARTI a été chargé par le ministère des Transports de coordonner toute la feuille de route de l'électromobilité en Côte d'Ivoire. Un acteur incontournable. Si vous pouvez prendre un micro, Mme Cassis, vous allez pouvoir nous préciser, vous avez bien entendu, la Côte d'Ivoire, on s'est fait prendre de vitesse par des pays plus petits qui ont vu qu'il y avait une place à prendre. On a la capacité ici
volonté politique, enfin, justement, volonté politique, vous allez nous le dire, volonté industrielle, volonté des acteurs privés sur tout le secteur, sur toutes les compétences nécessaires, on les a en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'ARTI, déjà, repréciser un petit peu ce que vous faites sur cette feuille de route, et deux, qui défend, enfin, comment les paroles qui ont été dites, comment pouvez-vous les porter, comment pouvez-vous les transformer en action, et comment pouvez-vous nous aider, et comment on peut vous aider aussi. Ok, merci bien, Denis. Marie-Paul Cassi de l'Autorité de régulation du transport intérieur, en abrégé ARTI. Je ne vais pas être longue, je vais aller un peu directement. Je pense qu'il ne faut pas aussi confondre vitesse et précipitation. La Côte d'Ivoire a clairement affiché sa volonté de transiter vers l'électromobilité, a clairement affiché ses ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire a pris l'engagement d'introduire dans sa flotte d'ici 2030 au moins 10% de véhicules électriques. Et la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que l'on pense, est en avance en matière de cadre réglementaire et institutionnel. J'étais dernièrement au Forum ouest-africain sur les énergies renouvelables à Lagos. On a eu le Bénin, le Nigeria, le Ghana qui étaient présents. Et nous nous sommes rendus compte qu'en dehors des mesures incitatives, la Côte d'Ivoire est pratiquement le seul pays qui a adopté un cadre qui fixe déjà tout ce qui doit se faire en matière de promotion, d'importation, d'assemblage de véhicules électriques. Donc la Côte d'Ivoire a clairement adopté depuis mai 2024 un décret qui vise à promouvoir l'utilisation des véhicules ou des engins électriques en Côte d'Ivoire. Et dans ce décret, vous avez des dispositions relatives à l'importation, à l'assemblage des véhicules et de tout ce qui est matériel qui rentre bien sûr dans l'utilisation de ces véhicules, les conditions dans lesquelles des opérateurs pourraient installer tout ce qui est borne de rechargement. La Côte d'Ivoire a déjà, par ce décret, posé les bases relatives, notamment à l'immatriculation, parce qu'il ne s'agit pas d'importer un véhicule, mais il faut que ce véhicule-là réponde à certaines normes. Et donc, le décret prévoit que des dispositions doivent être prises pour que ces véhicules puissent répondre aux normes en vigueur. Et la Côte d'Ivoire, justement, au travers de l'ARTI, a mis en place le groupe de travail, d'abord le comité technique transport que nous avons l'honneur de présider, qui a déjà commencé sur la base des articles 6 et 7 du décret de 2024-236 du 22 mai 2024 relatif justement à l'usage des véhicules électriques, a déjà mis en place un groupe de travail qui est en train de penser à la révision du cahier de charges de visite électrique des véhicules en incluant les véhicules électriques. Donc c'est un pas en avant parce que le véhicule entre, il est utilisé, mais il faut pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir veiller à ce qu'il puisse répondre aux conditions de sécurité routière, et tout ça. Et il y a également, dans le cadre justement de la mise en œuvre du PACI, du programme automobile Côte d'Ivoire, un groupe de travail qui a été mis en place pour travailler sur des normes relatives aux véhicules, donc y compris les véhicules électriques. Donc, on n'importe pas des véhicules, notamment de cette nature-là. Comme ça, c'est vrai que les privés sont allés un peu plus vite, mais la Côte d'Ivoire est en train de poser des pas sûrs pour s'assurer que dans l'avenir, ces véhicules-là sont importés de manière à ce que la sécurité des usagers soit garantie, donc des normes en matière d'importation, de type de véhicules importés, tout ça sont en train d'être prises. Le cahier de charges en matière de visite technique sera bientôt révisé en incluant la question des véhicules électriques. Et il y a pas mal de mesures qui sont en train d'être prises dans ce sens. L'autre chose, c'est que lorsqu'on parle de mesures incitatives, c'est vrai, on parle tout de suite d'exonération, mais il faut penser également à investir dans la recherche et dans l'innovation. Parce qu'il ne s'agit pas d'importer pour la consommation si on veut développer l'industrie, mais il faut permettre à l'industrie locale de s'insérer dans la chaîne de valeur
en innovant, en créant, pourquoi pas, peut-être je dirais des batteries made in Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Donc, c'est toutes ces mesures-là sur lesquelles la Côte d'Ivoire est en train de travailler. Et nous rappelons que le véhicule électrique, c'est un véhicule. La seule différence, c'est le mode d'alimentation de ce véhicule. Et la Côte d'Ivoire est en train de travailler sur la disponibilité de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas parler de développement de l'industrie électrique s'il n'y a pas d'énergie. On en a parlé au premier panel. Voilà, Absolument. donc je veux dire qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte et on ne pense pas que c'est du jour au lendemain que les choses se font. Et ces questions-là sont en train d'être traitées aussi au niveau régional parce qu'un pays comme la Chine, c'est quand même un gros pays, l'Union européenne s'y est mise. Et donc, au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région qui est en train de réfléchir à comment adresser de manière commune cette question qui aujourd'hui est importante et qui s'impose à nos États et pour lesquels il faut prendre en compte beaucoup d'aspects, notamment les questions de formation, de maintenance, de sécurité, etc. Donc, pour ne pas être trop long, c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Écoutez, merci de ce partage qui reprend exactement, j'aurais pas fait une meilleure conclusion que de ces deux tables rondes que celle que Mme Cassi a présentée. S'il faut bien penser, Mme Cassi également, c'est que qui va piano va siano, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la concurrence sous-régionale ne nous attend pas. Et quand on voit que, justement, là tout à l'heure, la Banque mondiale a financé quand même les Indiens avec une usine d'assemblage qui aurait pu très bien être à Boaké, 63 millions d'euros d'investissement. Bon, voilà, donc c'est comme des investissements qui partent ailleurs. Donc, il faut se donner un calendrier quand même. L'important, c'est un calendrier et une visibilité, une vision du secteur privé vis-à-vis des actions de l'État. Donc, nous sommes, et je suis ravi parce qu'on a déjà travaillé ensemble et puis on reste toujours disponible, le CPC, la cheville ouvrière, entre guillemets, entre les deux mondes, les acteurs privés, merci en tous les cas d'y croire, merci d'investir. Et j'espère, avec cette table ronde, vous avoir démontré que l'État vous appuie, les banques mondiales est à l'écoute et a bien compris la problématique marché, et le CPC joue parfaitement son rôle et est très novateur. Encore faut-il aller le pousser, le chercher et monter un petit dossier. C'est pas compliqué, il faut juste y aller. Donc, je voulais remercier aussi au public. Nous sommes dans les temps, 1h12. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Il y a un petit code barre qui vous permet de demander avec un formulaire d'information pour demander des infos si vous avez des questions. Et merci vraiment en tous les cas. On va faire une photo de famille avec tout le monde. Pardon encore à l'Arty, mais vraiment là, l'important, on a rattrapé le coup. Merci de votre agilité en tous les cas.